Bonjour Fanche. Bonjour Bruno. On s'était rencontrés, je crois, il y a un petit peu plus d'un an, là, à l'occasion de la première réunion préparatoire de la longue route à Paris. À l'époque, vous étiez 6 ou 7, je crois, inscrits. Et maintenant, vous êtes combien, 24, 25? Oui, c'est ça, on est que de chemin parcouru en un an. On est maintenant exactement, je crois qu'on est 23. Et oui, par rapport aux 7 qui sont réunis un petit peu en catimini dans un restaurant parisien au moment du Salon Nautique 2016, où on commençait à initier le projet avec Guy Bernardin. Ben voilà, maintenant on est 23 à avoir l'ambition de faire cette longue route avec un départ prévu l'été prochain. D'accord. Donc oui, ça se rapproche sérieusement. Pour toi, quelles sont tes motivations pour cette longue route? Alors c'est marrant parce que j'ai l'impression qu'on a tous un petit peu les mêmes motivations, en tous les cas des participants de longue route. En revanche, on est tous différents, on a des expériences différentes, on a des bateaux différents, on a des moyens différents. Et c'est ça qui est intéressant. C'est que je pense que si nous guide tous, je parlerai après de mon cas personnel, mais c'est un petit peu ça, c'est de vouloir, dans notre vie de marin, franchir cet Everest qui est ce tour du monde à la voile en solitaire. Chacun, alors du coup, là, oui, avait peut-être ses motivations un peu plus personnelles. La mienne, plus précisément, je pense qu'elle vient de la suite de mon ancien périple. Et c'est un aboutissement de ce que je viens de terminer. Là, je viens de terminer un tour de l'Amérique du Sud en solitaire avec mon voilier, avec Chanic. Et en ayant passé le Cap Horn, j'en suis revenu il y a 2 ans. Et pour moi, lorsque j'ai reçu l'appel de Guy Bernardin, ça me semblait comme une évidence pour terminer un petit peu ce chemin de Compostelle que j'avais commencé en 2012 et qui m'a au final me laissé un petit goût d'inachevé. Ouais. Et je pense que refaire cette longue route en commémorant la mémoire de Bernard Moitessier et maintenant celle de Guy Bernardin, avec ce cinquantenaire l'année prochaine, et ben, ce sera vraiment une finalité en soi de toute ma vie de marin, on va dire. Et puis voilà, la fin de ma recherche personnelle sur ce chemin de Compostelle maritime. Par rapport à la Golden Globe Race qui va se courir en même temps, quoi, se courir, vous courez pas, ouais, c'est pas une course. Qu'est-ce que vous avez il y a un petit peu le même objectif, mais des approches différentes. C'est assez complémentaire finalement. Tout à fait, et j'aime bien le mot complémentaire. On a eu l'occasion au Nautique de se rencontrer avec certains des concurrents, on va dire, du coup, de la Golden Globe Race, parce qu'eux sont vraiment une course. Il y a un bon feeling qui est passé et on s'est vraiment découvert avec nos différentes façons de faire, parce qu'on va se retrouver sur le même parcours, ensemble. Ça va représenter une 50aine de bateaux autour du monde de cette taille-là, hein, entre 35 et 50 pieds à faire ce parcours-là. Et oui, complémentaire, j'ai bien aimé la réponse qu'avait fait Antoine Couzeau à ce sujet-là. Et eux sont dans la course en ayant la velléité de remémorer la course d'il y a 50 ans. Et nous, on est plus dans l'esprit d'essayer de repartir sur les traces de Moitessier avec l'esprit de l'époque. Et je pense que chacun de nous sur la longue route, le côté course ne nous plaît pas autant qu'eux. Et c'est plus l'aspect un peu plus liberté qui nous motive à participer plutôt à la longue route qu'à la Golden Globe Race. Au niveau du bateau, tu prépares Chanic en partenariat avec Jeannot et puis l'INB. Qu'est-ce que ça signifie un peu pour toi? C'est un avantage financier, j'imagine, et puis technique. Donc comment ça se passe? Alors ça se passe super bien. En fait, tout ça est né également à la même époque, il y a 1 an.
lorsque je suis revenu de mon premier tour de l'Amérique du Sud, Jeannot m'avait un peu remarqué parce que c'est un son fils qui avait passé le Cap Horn en solitaire. Ils ont fait un petit reportage sur mon aventure. Et quand je suis retourné les voir il y a un an, je leur ai exposé mon projet. Et ils m'ont dit, bon bah écoutez, ce qu'on peut faire, c'est on va faire un check du bateau et on va voir si on peut vous accompagner. Et aujourd'hui, c'est ce qui s'est passé. C'est-à-dire après l'avoir expertisé, ils m'ont proposé ce partenariat en tripartite avec l'INB, où eux, au final, restent maîtres d'œuvre. Et l'INB, dans le cadre de la formation de stagiaires du nautisme, travaille sur le bateau. Du coup, j'ai la chance que Chanic bénéficie de tout ça, au final, parce que tout est revu de A à Z, surtout dans le domaine de la sécurité. Donc dans le chantier, ici plus précisément à Port-la-Forêt, où il est au fond du hangar, il a été presque complètement désossé, de la quille-au-mât, de l'intérieur, et tout est révisé dans les domaines de la sécurité, l'étanchéité, structure, coque, électricité, mécanique, œuvre libre, œuvre morte, tout y passe. D'accord. Et financièrement parlant, je crois que tu as lancé une cagnotte aussi, ou tu as d'autres appuis financiers? Alors, ce partenariat est déjà pour moi une grosse aide financière. Alors, d'une part, ça me permettra de partir cet été dans des très bonnes conditions de sécurité, avec un bateau qui sera complètement prêt. Et puis, j'aurais jamais pu tout seul faire tout ce qui est fait. Donc, effectivement, c'est un travail qui, financièrement, pour moi, j'aurais jamais pu réaliser tout seul, d'une part. Puis d'autre part, on s'est rendu compte depuis le début de la mise en chantier en septembre, que on a découvert des loups que j'aurais jamais découvert et puis auxquels j'aurais jamais pu pallier moi tout seul, quoi. Donc sur ce plan-là, c'est énorme parce que ça regroupe à la fois la mise en exergue de problèmes et à la fois la réparation, le remède à tous ces problèmes. Il partira complètement sain et effectivement il me reste encore en termes de budget des équipements à compléter pour mon bateau au niveau électronique, au niveau voile, etc. Et pour compléter ce budget, oui, je suis en recherche de partenaires ou d'un gros partenaire, mais j'ai lancé également une participation sur Internet, sur Hello Asso, et avec une association que j'ai créée qui s'appelle Fanche sur la longue route. Donc c'est une façon d'y intéresser très directement tout mon entourage. Déjà spontanément, il y a plein d'amis, des gens de la famille qui se sont associés à cette aventure. Je leur propose d'emmener leur nom autour du monde et c'est vraiment, ça devient vraiment une aventure collective, même si j'affiche que je vais partir en solitaire, mais l'image du travail avec l'INB et puis le soutien de tous mes amis et de ma famille à travers aussi ce crowdfunding, je trouve que c'est vraiment un esprit commun de partage qui est énorme. Qu'est-ce que tu prévois un petit peu comme type d'avitaillement? Ça va être du sous-vide, du lyophilisé, beaucoup de frais j'imagine aussi. Est-ce que tu as déjà un petit peu... Oui, alors j'ai pour le moment réfléchi au problème. Je pense faire un peu de tout ça. Le souci, ça sera de savoir bien doser ces différentes choses. Alors bien sûr, partir avec du frais au début, mais ça durera le temps que ça durera. Ça sera très vite épuisé. Après, une sorte de semi-frais qui sont des aliments qui vont durer un peu plus longtemps, jusqu'à peut-être un mois ou deux.
Et en parallèle de ça, bien sûr, du sous-vide, du lyophilisé, de la conserve, un bon dosage de tout ça. Et j'ai envie aussi, pourquoi pas, compléter toute cette alimentation par une alimentation un petit peu alternative comme des pousses de graines germées que je trouve très intéressant. Il commence à y avoir des bons retours de navigateurs qui ont expérimenté ce genre de choses. Ça m'intéresse beaucoup. Je pense particulièrement à Corentin, plus spécifiquement. Et voilà, et ce qu'il a fait, ce que certaines personnes ont un peu vécu dans ce domaine-là m'intéresse, et j'ai vraiment aussi envie d'emmener de quoi faire germer des graines pour compléter mon alimentation. Aujourd'hui, je pense que c'est une alternative très intéressante. Ça n'écartera pas qu'on sera quand même soumis à l'utilisation de manière incontournable de conserves, à la gestion d'un espace, d'un poids, d'un budget au niveau nourriture qui sera importante. Je voulais rajouter, j'aime bien moi faire du pain, donc de toute façon j'en ferai. Tous les 3 jours je me ferai ma miche de pain, pour moi ça sera indispensable. Du fromage aussi, ça c'est deux choses que je vais essayer de faire du début à la fin. Je pense que ça aura ce côté un peu frais qui restera tout le long. En revanche, je pars sans frigo parce que je pense que d'abord j'en ai pas sur le bateau. Moi c'est une chose que j'ai trouvée franchement inutile et je l'ai déjà confirmé dans mon ancien tour autour de l'Amérique du Sud. Et plus particulièrement, ça sera complètement inutile à mon sens autour du monde. Donc je vais avoir besoin de gérer ça aussi. Parce que sur du très long terme, on va d'abord tabler sur ça, une gestion sur le très long terme. Tout le problème est de rester en autonomie complète pendant 10 mois et l'avitaillement en fait partie. Et le frais, voilà, ça va être très très vite. Si j'ai la chance de pêcher un poisson, j'espère que ça fera un peu la cerise sur le gâteau. Ça sera plus difficile à conserver n'ayant pas de frigo. Mais bon, voilà, je me ferai une ventrée de poisson pendant 3 jours et puis voilà. Bon. Mais ça, c'est vrai dans la descente et la remontée de l'Atlantique. Mais dans le Grand Sud, c'est peut-être, je crois, un peu moins évident de pêcher. Probablement là-dessus, je ne suis pas encore très au courant de ce qui se passe, quoique, je ne sais pas, pourquoi pas, mais je vais essayer d'exploiter quand même cette possibilité. Et au niveau de la gestion de l'eau? Alors là, j'ai 2 possibilités face à moi, la version riche et la version moins riche. L'idéal, ça serait d'avoir un désalinisateur. Maintenant, il y a des produits très fiables en petits dessals qui produisent suffisamment d'eau pour notre consommation de solitaire. Et sinon, il y a la méthode un peu plus à la Moitessier qui serait de récupérer l'eau dans l'eau de pluie. Voilà, ça dépendra de mon budget, ça. Mais j'envisage une des 2 solutions. Les 2, ouais. Et au niveau de la gestion des déchets, parce que alors effectivement, tu n'en auras pas plus que ce que tu emmènes. Donc j'imagine que tu vas de toute façon éliminer tout ce qui est sur-emballage, etc. au départ. Mais après, le problème des déchets, souvent, c'est le volume, mais c'est aussi l'odeur. Donc est-ce que tu as prévu quelque chose là-dessus? Oui. Alors, une chose qui est importante, et c'est vrai qu'il faut vraiment le souligner, ce qu'on emmène, il n'y a aucune raison qu'en termes de poids et de volume, on ne puisse pas le ramener. Donc, mais ça vaut surtout pour les déchets, on va dire, non recyclables. Les plastiques, les verres, les alus, les cartons, les emballages, d'une manière générale. Les déchets alimentaires, j'aurai aucun scrupule à les jeter à l'eau à partir du moment où on sera loin des côtes, parce que ça va se détruire très rapidement, ça va rentrer dans le cycle de la vie. Mais va se poser en fait le stockage
le problème du stockage de tous les autres déchets que seront plus spécifiquement les emballages. Donc là, effectivement, on a une jeune société dont j'ai oublié le nom, avec qui on va, pour certains d'entre nous, expérimenter un compacteur de déchets dans le but d'être retraité et de re-rentrer dans un circuit de retraitement assez vite dès le retour. C'est un gros complexe qui part de l'amont jusqu'en aval, entre préparer ces denrées et ces emballages, le traitement à bord, le compactage, et après la possibilité de tous les cas débarquer de manière propre dans les ports. Donc je ne me rappelle plus du nom de cette société qui nous propose de faire ce test d'un compacteur en réel, et je trouve ça extraordinaire. Moi je suis très volontaire, on est quelques-uns dans la longue route à vouloir aussi y participer. Je ne pense pas qu'il y aurait de problème d'odeur pour répondre spécifiquement à la question dont tu parlais tout à l'heure, parce que tout ce qui créera des odeurs, ça pourra être nettoyé par l'eau de mer, oui. Et on ne fera que du stockage d'emballage. Après, ça sera vraiment une gestion de place dans un endroit spécifique qui sera presque le plus compliqué, à mon sens. Ok. Sinon, un autre domaine, certains des participants partent avec un esprit, partent avec un aspect scientifique ou pédagogique vis-à-vis des écoles, vis-à-vis de la recherche au niveau de, pareil, des déchets en mer ou des choses comme ça. Est-ce que tu as une approche comme ça ou... Tout à fait. Alors, sur 2 domaines, voire 3 même, bien particuliers. Sur le domaine scientifique, on est quelques-uns dans la longue route à vouloir s'associer au programme Argo, qui est ce système international qui permet de faire des recueils, des prélèvements de données de l'eau en termes de température, densité, salinité à partir de bouées. Donc on est un certain nombre à vouloir embarquer des bouées Argo qui seront mouillées à des endroits bien spécifiques qu'on nous donnera avant de partir. Donc ça sera une participation au niveau technologique que je trouve très intéressante, parce qu'elle fait appel au volontariat. C'est un domaine public qui est exploité après par tous les scientifiques du monde, et après c'est vraiment pour l'étude de l'évolution du monde maritime, qui est en cohérence avec un autre domaine qui me tient très à cœur. C'est l'association Voiles sans frontières. Je vais courir avec les couleurs de Voiles sans frontières. C'est une association, une ONG de solidarité internationale qui officie essentiellement dans le Sine Saloum, au sud de Dakar, pour venir en aide aux populations isolées de cette zone-là. Avec le projet Argo, on travaille aussi beaucoup dans cet esprit-là avec Voiles sans frontières, c'est-à-dire que l'évolution du climat a une incidence sur la pérennité de ces endroits-là, un petit peu à fleur d'eau, qui vont peut-être disparaître ou pas à terme. Et pour nous, ça a de l'importance de participer à ces études-là. Et au final, l'éducation, bien sûr. Moi, j'ai encore des enfants en bas âge. Je suis très sensible à comment les enfants peuvent voir la réalisation de ce genre de projet. La classe de ma fille, qui sera une classe de 3e, donc à ce moment-là, va me suivre de très près, un petit peu comme un certain nombre de classes suivent déjà Manu. Je trouve ça très bien que les enfants s'intéressent à notre projet, et de faire des échanges en direct par l'intermédiaire de blogs ou de mails, ou pourquoi pas d'échanges téléphoniques, ça pourrait être dans les deux sens très enrichissant. Il y a un aspect qui me tient vraiment à cœur, c'est que je voulais dire que cette expérience-là, la réalisation de ce projet-là, j'en ai un petit peu parlé tout à l'heure, c'est pas tant un exploit sportif, mais plutôt la réalisation d'un vrai projet humain, avec le désir du dépassement de soi,
Et tout ça dans le contexte d'arriver à se maintenir en autonomie complète pendant 10 mois. Et quand je dis complète, c'est vraiment complète, c'est dans tous les domaines. Oui. Bien sûr, partir avec un bateau sain et bien préparé, c'est le premier domaine technique, mais il faut aussi pouvoir intervenir en permanence en mer sur les différents problèmes qui vont se présenter, et ça il y en aura tout le temps, tous les jours. Le côté avitaillement, on en a parlé, c'est aussi important, donc je pense qu'il faut rester actif. David Arlot disait qu'il aimait bien se faire plaisir en faisant la cuisine à bord, et je trouve que c'est une bonne idée. Mais il y a aussi le domaine médical, je pense qu'il faut être prêt avant, il faut être prêt pendant aussi à pouvoir se soigner s'il y a besoin. Le domaine, après l'autonomie en eau, en électricité, mais aussi moral, intellectuel. Je pense qu'il faut être prêt aussi à se dire qu'on va avoir des coups de mou, qu'il y a des gens à terre qu'on laisse et qui aussi auront peut-être des coups de mou qu'on va sûrement s'échanger. Donc la communication, ça sera important pour moi. Donc voilà, c'est ça qui est important, c'est de se dire que on va s'écarter d'un système pour vivre, non pas en autarcie, mais vivre seul. On ne se met pas en isolement. Je dis on, parce que je pense qu'on est probablement un peu tous pareils. Oui. On part avec l'idée de vouloir communiquer avec les gens qu'on laisse à terre, c'est important. Donc pour moi, ça prendra vraiment beaucoup d'importance. Je vais beaucoup communiquer avec mon entourage proche. Et puis voilà, et essayer d'exprimer en live ce que je ressens et essayer d'être aussi malgré tout à l'écoute de ce que les gens ressentent, parce que je pense que les gens que je laisse à terre vont ressentir des choses qui vont pas être négligeables. Donc tout ça, ça va faire partie d'un global d'autonomie qu'il faut penser à l'avance et qu'il faudra gérer en temps réel, quoi. Et c'est ça qui pour moi est le plus important, c'est la réalisation de ce projet-là et d'essayer d'anticiper sur tous ces domaines. De toute façon, on va te souhaiter bon vent là, à toi et puis à tous les autres participants pour cette longue route. Et je pense qu'on se reverra de toute façon d'ici là et au moins au Bono au moment du départ. Toi, je crois que tu pars juste après le rassemblement au Bono. Voilà, mon projet est de partir dès l'ouverture de la fenêtre, le 18 juin. C'est la date que je me suis mis dans mon programme. Maintenant, je reste très lucide en me disant que si vraiment à quelques jours ou quelques semaines près, je ne suis pas prêt, voilà. Mais je pense qu'il est important de se fixer une date et je préfère me la fixer au plus tôt. Après, c'est... tout est discutable, mais voilà, c'est comme ça que je le vois. Et je me prépare à être prêt dès les possibilités d'option de départ. Ok, ben merci Fanche. Merci Bruno. Et à bientôt. Et à bientôt, oui. Au revoir.